Écoutez, bonsoir. Merci à Présence africaine de me donner l'opportunité de parler à nouveau de mon essai. Essai qui est sorti en janvier 2019, donc chez Présence africaine, qui est mon premier ouvrage. Je m'appelle Amidou Anne, je suis donc auteur, je suis sénégalais. J'ai fait des études de sciences politiques et de management public et je vis à Dakar. Et donc, ouais, pour la présentation, je pense que c'est ça. Donc, Penser l'Afrique qui vient. Donc, c'est mon premier essai que j'ai écrit. En fait, la phase d'écriture a été assez rapide. Ça a duré que quelques semaines. Et finalement, ça en est suivi un long travail de relecture, d'editing, jusqu'à ce que Présence africaine accepte de publier le texte. Donc, qui est sorti, je le rappelle, en janvier 2019. Donc, c'est un essai que certains considèrent assez pessimiste, assez dur. Mais bon, moi, je préfère dire qu'il est, en tout cas, cohérent et conforme à ma vision de la société. À ce que, en tout cas, qui est aussi le fruit de mon observation du continent, en fait, du dedans, parce que j'y vis, j'y travaille, mais aussi du dehors, parce que j'ai vécu à l'étranger. Et aussi de mes lectures et de l'observation en fait des dynamiques sociales, politiques, culturelles contemporaines. Donc l'essai se structure un peu en quatre parties. D'abord, je parle de la jeunesse africaine comme un prétexte que chacun utilise un peu à sa sauce. Des leaders étrangers, le pape, Barack Obama, François Hollande, Sarkozy, etc. Et aussi des leaders continentaux. Chacun un peu prenant le prétexte de la jeunesse africaine pour un peu faire avancer ses pions dans l'agenda géopolitique international. Ensuite, je parle de la double impasse, en fait, un peu qui assaille cette jeunesse-là, c'est l'impasse du djihadisme, mais aussi de l'immigration clandestine. Et je suis un peu la trajectoire de jeunes, un Tunisien et un Sénégalais, et voir un peu chacun en ce qui le concerne, comment ils ont vrillé et comment le système finalement éducatif, professionnel et social et politique africain permet finalement ce genre de dérive du fait du désœuvrement de la jeunesse, du chômage et de nombreux problèmes structurels. Et je parle aussi enfin de la politique comme pour moi élément de rédemption, comme capacité à adresser les vraies questions, les vraies interrogations contemporaines et aussi apporter des solutions pour la jeunesse, pour les femmes, pour aussi les personnes les plus vulnérables, qui sont souvent l'angle mort en fait des politiques publiques. Et cette partie sur la politique comme élément rédempteur, avec aussi de nombreux exemples un peu que j'ai pris de l'étranger, de certains mouvements progressistes européens ou latino-américains, Podemos, Syriza, etc. Et en fait, donc je disais que cette partie fait un peu suite et la suite en fait de l'ouvrage collectif que j'avais coordonné en 2017 qui s'appelait Politisez-vous, qu'on avait écrit entre jeunes Sénégalais. On était 10 en fait, des jeunes hommes et des jeunes femmes, et chacun ayant un angle d'attaque. Donc, et le bouquin s'appelait Politisez-vous, qui est un peu un clin d'œil, un hommage à Stéphane Hessel et son bouquin Indignez-vous, mais qui aussi un peu on appelle à l'engagement politique, à l'engagement, à l'action publique au Sénégal, mais aussi surtout le continent africain. Et c'est même un message, je pense, qu'on peut s'approprier même en dehors du continent, parce que les thématiques sont quand même très universelles. Les thématiques sont globales parce que les problématiques finalement sont aussi globales et sont partagées dans plusieurs pays. Donc je disais un peu dans ce bouquin que on avait parlé du féminisme, on avait parlé d'écologie, on avait parlé de justice sociale, des utopies, etc. Et donc en fait ce chapitre qui est un peu qui est la clausule de mon essai, enfin parle, en tout cas un peu peut être considéré comme une suite beaucoup plus personnelle de cet ouvrage collectif Politisez-vous, parce que je crois beaucoup à l'engagement politique, je crois à l'action publique comme élément de transformation d'une société, des imaginaires, mais aussi des identités. Aujourd'hui en Afrique, le débat a été longtemps partagé entre les afro-pessimistes et les afro-optimistes un peu. Je reviens sur ça très rapidement. Les afro-pessimistes qui disent que oui, qu'on est un peu qu'on est dans la merde structurelle, que rien ne va aller, que l'Afrique fait face à des défis en fait qu'elle ne peut pas relever. Le défi du chômage, le défi de l'endettement, le défi du sida, de la tuberculose, etc. Et aussi de l'immigration clandestine. Et il y a un autre courant
Et ce courant donc, afro-pessimiste est assez déstabilisant en fait, parce que bon, il ne donne aucun espoir, il peint donc le futur avec un peu une peinture très sombre. Et le courant afro-optimisme fait l'inverse en fait et l'inverse de tout ce discours. C'est un courant qui est très optimiste, qui dit que l'Afrique a un potentiel, a une jeunesse, a des réserves effectivement de terres, surface arables qui sont les plus étendues au monde. L'Afrique aujourd'hui a dépassé les crises structurelles qu'on a connues, notamment la famine en Afrique de l'Est à l'époque, l'apartheid, etc. Et il n'y a plus finalement de guerres entre pays, il n'y a que des conflits intra-pays. Et qu'en fait, les dynamiques de croissance qui ont bougé, qui ont quitté l'Europe, l'Amérique latine, aujourd'hui s'installent un peu en Afrique, en tout cas dans la dernière décennie, avec ce fameux exemple qu'on donne tout le temps, en fait, les 6 pays sur 10 qui ont fait la meilleure croissance en 2018, je crois, étaient africains. En fait, c'est un courant qui dit que tout va aller, enfin, tout ira bien, les entrepreneurs, la start-upisation de l'Afrique, etc., l'ouverture des frontières, la ZLECA, etc. Donc, en fait, moi, je me situe un peu au milieu de tout ça. Je me situe un peu ce que j'appelle un peu sur une ligne de crête qui dit que qu'on appelle avec en tout cas des copains de l'Afrique des idées, qui est notre think tank, qu'on appelle l'afro-responsabilité, c'est-à-dire observer l'Afrique telle qu'elle est, dans sa grandeur, dans sa globalité, mais aussi dans ses nuances, et apporter des réponses aux questions que le continent se pose. Donc, ni excès d'optimisme, ni aussi excès de pessimisme, mais juste essayer de construire une forme de discours en fait lucide pour le continent, pour son présent et pour son futur. Oui, je vois une question sur le Covid. Qu'est-ce que je pense? La réponse du Sénégal à l'épidémie de Covid-19, ces mesures ont-elles calqué sur l'Occident et comment promouvoir des solutions endogènes? Alors, ma réponse sera un peu double. C'est que d'abord, aujourd'hui, on voit dans sa majorité que l'Afrique est quand même le continent le plus épargné par rapport, pour l'instant, par rapport en tout cas au drame du Covid. Malgré tous les discours assez sombres en fait qui ont été édictés par certaines personnalités et qui ne sont pas forcément basés sur quelque chose de faux parce que quand on voit les systèmes de santé, quand on voit les systèmes économiques, les politiques politiques, bon, il n'est pas gênant qu'on puisse avoir une sorte un peu de pessimisme en fait vis-à-vis de l'Afrique et de sa gestion du Covid. Mais pour l'instant, ça va. Je dis encore une fois, pour l'instant, alors, n'étant ni médecin ni épidémiologiste, je ne vais pas du tout m'hasarder à me lancer sur des explications. Certains parlent du climat, je pense que ça a été démenti. D'autres parlent de la pyramide des âges, que l'Afrique a une population beaucoup plus jeune et qu'on voit que c'est les personnes d'un certain âge qui sont les plus fragiles vis-à-vis du virus du Covid-19. Mais pour l'instant, je ne vais pas du tout me lancer dans ça. Je pense que les chercheurs et les spécialistes vont réfléchir, vont travailler, et peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura des réponses scientifiques concrètes sur, en tout cas, la situation épidémiologique africaine versus celle des autres, notamment en Europe et aux États-Unis. Moi, je me satisfais d'une partie des réponses hein, que les dirigeants politiques sénégalais ont apportées, notamment sur le fait de réagir assez tôt en mettant en place une unité spéciale coordonnée par le professeur Seydi pour en faire face en fait au Covid. On a mis en place des lits d'hôpitaux, on a ouvert des hôpitaux qui n'étaient pas, on a réservé des ailes entières dans des hôpitaux pour gérer le Covid. La déclaration aussi de déclaration d'état d'urgence, j'ai apprécié parce qu'il était important de montrer l'exemple et d'expliquer un peu qu'on est dans une situation inédite, étrange et grave. Donc, il était important de décréter l'état d'urgence, que c'est la troisième fois au Sénégal, donc ce qui est quand même assez marqueur. Et le le premier discours du président, le deuxième discours du président a été à la hauteur de mes attentes. Aussi, le fait de décréter un couvre-feu pour réduire les interactions, etc. Moi, je pense que ces décisions-là sont à saluer et qu'il est important qu'on ait réagi si tôt, qu'on ait demandé finalement leurs avis aux experts, parce que c'est eux en fait les spécialistes, c'est eux qui connaissent la chose. Donc du coup, plutôt que se hasarder à apporter des réponses qui ne sont pas du tout calibrées aux problématiques. Donc j'ai apprécié le fait que les spécialistes, les chercheurs, les médecins, notamment des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital, soient au cœur de la réaction. Mais bon, la réponse n'est pas totalement, tout n'est pas en vert ou en tout cas en lumineux. Il y a aussi pour moi des impasses, des impensés, il y a aussi des angles morts, notamment sur cette histoire
de tourner, que je vois un peu certaines autorités faire, alors qu'on demande aux populations de rester chez elles. Bon, il y a aussi cette histoire de vivre d'aide alimentaire, pour moi, qui n'est pas gérée de façon optimale et qui peut même, finalement, à mon avis, augmenter le risque de contamination avec notamment les foules qui s'agglutinent pour recevoir du riz, du sucre et de l'huile, etc. Mais bon, ça, je pense que c'est bon, un niveau un peu anecdotique. Mais en tout cas, pour ce qui est du big picture, de la grande photographie, la réponse me semble une partie satisfaisante. L'autre, bon, je pense que c'est des choses à améliorer. Mais on a un temps de Covid, même si je suis assez sceptique en fait. Bon, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que oui, il ne faut pas politiser les choses. On a un temps de Covid, il faut faire face. Non, pour moi, les crises et les drames, les épidémies, les pandémies ne doivent pas nous inviter à clore la politique. De toute façon, le politique ne peut pas se clore. Tout est politique ce qu'on fait. Bon, peut-être réduire les polémiques, donner la parole, notamment vis-à-vis des médias, aux personnes qui ont des choses à dire et des choses relevantes, comme on dit, pertinentes et juste bon, laisser un peu de côté les polémiques, les délires complotistes, etc. Que des réponses soient endogènes. Moi, en médecine, pour moi, la médecine, c'est universel. Moi, je ne connais pas les réponses endogènes et exogènes, en fait. Moi, je ne sais pas faire la différence parce que je pense que c'est de la médecine. Donc, on donne des réponses, on soigne les gens au Sénégal comme on les soigne en France, aux États-Unis, etc. Je ne vais pas du tout me lancer sur le débat chloroquine, je connais absolument rien, mais je ne sais pas ce que c'est que des solutions endogènes par rapport à une pandémie, en fait, parce que pour moi, c'est de la médecine et donc c'est universel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je suis vraiment pas bon, une question, parce que je suis vraiment nul en fait à l'idée de juste de parler de parler et surtout que c'est assez étrange de parler et puis il n'y a personne en face. Alors donc je préfère vraiment répondre aux questions. Et oui, j'ai oublié de préciser qu'on avait selon Présence africaine et selon moi d'un commun accord qu'on dit qu'on a 30 minutes de débat. Le président français Emmanuel Macron parle d'effacer la dette africaine. Oui, c'est l'idée qui a été émise en fait au début, effacer, annuler la dette des pays pauvres, notamment donc des pays africains. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, même si bon, les choses sont moins simples que ce qui a été énoncé précédemment. On ne parle pas d'annuler la dette, on parle en fait d'un moratoire sur le service de la dette en fait. C'est-à-dire, le service de la dette en fait, c'est ce qu'on devait payer cette année. Donc, il y aura un moratoire là-dessus et ça nous permettra de consacrer cet argent qui était prévu pour le service à la dette, d'investir ça dans des politiques de santé ou dans des politiques de soutien à la relance économique et aux populations, notamment les plus vulnérables. Mais enfin, je vais rester sur la dette parce que et j'ai vu que Felwine Sarr a écrit quelque chose là-dessus que je partage en fait, qu'on parle beaucoup de la dette africaine, c'est devenu un peu un, un, un serpent un peu qu'on sort à toutes les choses. Elle est très soutenable hein, parce qu'elle est juste de 60% par rapport au PIB. Par exemple, pour des pays, je donne un exemple comme le Japon, la dette est de 200% par rapport au PIB. La dette, pour moi, est un instrument de gouvernance, c'est un instrument de politique publique. Euh, elle n'est pas ni vertueuse ni malheureuse. Hein, si tout dépend de l'utilisation. Si on emprunte de l'argent pour acheter des châteaux en Espagne, des appartements en Suisse ou voyager, etc., bon, effectivement, ou que cet argent soit redistribué à des dirigeants et à leurs familles, etc. Bon, ça, c'est pas optimal. Mais qu'on emprunte de l'argent pour réinvestir, créer des entreprises, créer des emplois, mettre en place des projets structurants d'infrastructure, etc., d'éducation. Bon, je trouve que c'est de l'investissement. Et donc, effectivement, les moyens étant limités, qu'on fasse recours à la dette. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. De toute façon, tous les pays au monde font recours à la dette, intérieure ou extérieure. Ce qui me dérange, en revanche, c'est qu'en fait, qu'on soit encore dans cette position un peu misérabiliste, en fait, de tendre la main, qu'on annule la dette. Parce que si la dette est soutenable et c'est qu'on a des politiques publiques cohérentes qui peuvent générer de la croissance, de l'emploi, de la croissance, donc la richesse, remboursons nos dettes, continuons à emprunter sur le marché et multiplions les partenaires au développement. Les partenaires, en tout cas, pour emprunter de l'argent. Et puis, bon, ce qui n'est pas bien en revanche, c'est en fait mal utiliser la dette et revenir tous les 20 ans, on dit oui, annulons la dette, annulons nos dettes parce on est pauvre, etc. Donc, je ne trouve pas ça pertinent. Alors, quelqu'un, oui, donc sur la dette, j'ai répondu. Où avez-vous fait vos études? Moi, j'ai fait mes études au Sénégal et en France. J'ai fait des études de lettres, spécialisation en littérature francophone, c'est-à-dire tous les pays non français mais qui écrivent en langue française.
Donc voilà, j'ai un background littéraire en fait, mais sinon j'ai fait aussi des écoles, des études de management public. J'ai fait l'École nationale d'administration de Dakar, puis j'ai fait l'École nationale d'administration de France, donc l'ENA. Et j'ai aussi un master en communication au CELSA Paris 4. Donc voilà pour mes études. Une petite lecture. Oui, qu'est-ce que je lis? Je lis Penser l'Afrique, un extrait de Penser l'Afrique qui vient. Je vais chercher le bouquin. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Bon, je dois quand même avoir mon livre quelque part. Je vais chercher. Désolé. Alors, ah, ouais. Bon, ouais, je vais lire quelque chose. Bon, je vais lire la fin. Je crois que non, pour vous spoiler, non, enfin, comme c'est un essai, il n'y a pas de risque de spoil. Euh, ou non, enfin, je ne sais pas ce que je vais lire. Ah, je vais peut-être lire le début. Bon, je vais lire les trois paragraphes du début. Voilà. Un amour tyrannique. Le refrain qui fait impérativement de la jeunesse un potentiel est faux, tant il pose mal les termes du débat actuel sur le salut de la jeunesse africaine. Elle n'est pas en soi un potentiel, ni non plus un handicap. Elle est surtout ce qu'elle voudra faire de son corps et de ce que l'Afrique voudra en faire dans son processus d'émancipation. Au-delà du débat qui a longtemps prévalu sur l'équation démographique concernant les bouches impossibles à nourrir et les bras pour la main-d'œuvre, les termes doivent être posés différemment. Une jeunesse en situation de relever les défis qui lui incombent est une chance pour le continent. Mais une jeunesse hypertrophiée qui déserte son champ de bataille est une vaine force qui ne sera utile ni à elle-même ni au projet de refondation épistémique de nos pays. La jeunesse n'est pas obligatoirement un potentiel créateur. Des jeunes ont, dans l'histoire, validé et défendu des thèses qui ont conduit à des horreurs. Ils avaient choisi un camp, celui de la légitimation de projets dont les initiateurs avaient conçu et mis en œuvre des projets totalitaires. Le nazisme, le génocide rwandais, les autoritarismes ont eu leurs ardents défenseurs, petites mains et artisans du mal. L'extrémisme politique, le fondamentalisme religieux, le racisme, la xénophobie portent des projets haineux, imbibés dans une orientation destructrice. Ces dessins pernicieux qui poussent à des instincts morbides irriguent des pans entiers au sein de notre génération auxquels il faut opposer une farouche résistance. À la vision manichéenne qui oppose les personnes selon leurs origines, foi ou couleur de peau, il convient d'opposer la construction d'un commun qui rappelle ce que Léopold Sédar Senghor appelait la civilisation de l'universel. Bon voilà, lecture de 3 paragraphes. Oui, je suis totalement d'accord sur la position misérabiliste de l'Afrique qui doit cesser effectivement. Et ça, je pense que c'est un défi des nouvelles générations aussi qui rentrent, comme on dit, en leadership. Et c'est aussi pour moi un élément structurant de la réponse qui peut être l'engagement politique, notamment des jeunes qui pensent qu'ils ont des compétences, qui pensent qu'ils ont une probité, qui pensent qu'ils ont des choses à apporter, de ne pas se détourner du champ politique. Mon combat, et ceux qui me connaissent un peu mieux le savent, et aussi beaucoup de tempérer les ardeurs sur le digital, le numérique, l'entrepreneuriat, etc., qui sont pour moi aujourd'hui considérés comme l'alpha et l'oméga du développement, du progrès social et humain. Mais je pense qu'aussi important soit l'entreprise, le secteur économique, le politique lui a quelque chose de supérieur. Et je pense que c'est important qu'on ait des gens vertueux, des gens sont compétents, qui peuvent apporter des choses, qui ont une vraie vision de transformation sociale, qui ont une vision de transformation radicale, qui ont aussi une vision progressiste en fait face au conservatisme ambiant de nos pays, que ces gens-là rentrent en politique, apportent des choses et puissent peut-être structurer des politiques publiques qui puissent nous faire avancer et nous faire quitter cette position qu'on a pour un futur beaucoup plus désirable, comme dit Benoît Hamon. Alors oui, un livre qu'elle a été... Voilà, bon, oui, je vais... Bon, la position, à quand un autre essai? Je travaille, bon, j'en ai déjà parlé à Présence africaine, donc je peux en parler. Je travaille sur un roman, actuellement, je travaille sur 2 ouvrages, je travaille sur un roman, mais toujours un peu dans le champ politique, un roman assez politique, mais bon, qui est un tout autre univers en fait de fiction. Je travaille aussi sur un essai, récit, etc. Ça, je préfère pas en parler, mais le roman, je peux un peu. Bon, c'est un univers différent de ce que je sais faire, parce que comme j'ai dit tout le temps à mes amis, je ne suis pas
doué pour l'imagination, je suis pas doué pour inventer des personnages, inventer des lieux, des psychologies, etc. Donc c'est plus dur que de faire un essai, mais bon, je travaille et ça avance bien. Normalement, le manuscrit devrait être disponible, le manuscrit devrait être prêt, fini à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Quelle est de retour de votre livre auprès des jeunes de votre pays? Alors, différentes lectures, différentes lectures. Il y a des gens qui ont été très marqués positivement par mon bouquin, notamment par le ton qui est, bon, que certains disent qu'il est sans concession, qu'il est dur, mais en tout cas qu'il adresse des questions. Et c'est un peu des gens qui évoluent dans la sphère publique, un peu dans les sphères universitaires, dans les champs intellectuels. Après, tu as une lecture qui est beaucoup plus critique, beaucoup plus négative, qui dit qu'un peu, j'exagère la douleur, que c'est un texte très sombre, c'est un texte qui n'offre pas d'espoir. Bon, sur quoi je suis pas d'accord, mais en tout cas, je vous relais un peu les critiques. Et que, en fait, c'est un texte qui s'en prend beaucoup aux influenceurs, aux start-upers, aux entrepreneurs, qui sont un peu les nouveaux héros en Afrique. Donc, la réception a été double. Bon, mais bon, ce qui me fait plaisir, c'est que bon, chaque fois, ça a suscité un débat, même si on n'est pas d'accord à la fin, que ça suscite un débat et qui m'a l'air d'avoir été lu un peu dans différents cercles, dans différents pays, notamment dans les pays, de la sous-région. Bon, le livre a circulé un peu là-bas. Et les réactions sont toujours assez vives, soit positivement, soit négativement. Un livre qui vous a marqué et pour quelle raison? Je peux en citer plein de livres qui m'ont marqué. Ouais, plein. Bon, je pense que le livre qui m'a le plus marqué, je pense que c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai découvert et qui est mon auteur fétiche, mon auteur favori. J'aime beaucoup. Après, j'ai lu d'abord, je pense, De l'amour et autres démons. Après, finalement, j'ai décidé de lire toute son œuvre. 100 ans de solitude est une fresque absolument remarquable. Beaucoup l'ont lu. Magnifique, qui s'étend sur plusieurs générations, avec des centaines, des milliers de personnages, des intrigues, avec aussi la façon de jouer sur le temps, avec les flashbacks, etc., qui est un peu en tout cas, le marqueur de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. Ah ouais, j'adore ce bouquin. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi L'Aventure ambiguë, qui est un roman philosophique fondateur sur le continent. J'ai adoré, pour être de façon beaucoup plus récente, les livres de mon ami Mohamed Bougarsar. Pour moi, euh, Terre Sainte est un livre absolument génial, qui a été publié d'ailleurs chez Présence africaine. Mais pour moi, son meilleur livre, c'est Silence du cœur, que je considère comme être un grand roman. Sinon, ouais, moi je lis beaucoup d'essais aussi, de par mon travail, mais aussi par mes recherches. Donc, Hégémonie et stratégie socialiste de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, qui est un bouquin fondateur dans les sciences politiques, aussi dans ce qu'on appelle un peu la théorie du populisme progressiste, m'a beaucoup marqué. Je peux citer Mbam Dictateur de Cheikh Ali Oundao, qui est un roman absolument remarquable, La famille des Laoubé, voilà, enfin, l'âne, tout ça, les formes anthropomorphes. Oui, il y a plein de bouquins comme ça qui m'ont beaucoup marqué. Ouais, j'ai beaucoup évoqué les données économiques en parlant de l'afro-optimisme. Qu'en est-il du politique? Enfin, c'est un peu là où le bas blesse actuellement en Afrique, parce qu'on peut avoir des chefs d'entreprise qui sont compétents, qui ont fait les meilleures études, qui ont fait les mêmes écoles que les grands patrons français, espagnols, anglais, américains. Mais le leadership politique laisse encore un peu à désirer, en fait. Il y a des changements, parce que bon, comme je le dis tout le temps, de façon assez, c'est un peu drôle et tragique, c'est un peu biologique, quoi. Donc forcément, la biologie, faisant ce qu'elle fait, les leadership politiques va se transformer. Malheureusement, même dans beaucoup de pays africains, s'il est relayé, le leadership ancien, il est relayé parfois pas de la meilleure manière, parce que bon, on a souvent des leaders plus jeunes, mais qui ont un logiciel très ancien, un logiciel assez autoritaire, ou en tout cas qui ne soit pas forcément ouvert aux notions de progressisme, de développement durable, d'écologie et de transformation. En fait. Ce qui manque souvent au leadership africain, c'est deux à trois choses. C'est le patriotisme, c'est important. Le sens de l'histoire, c'est très important aussi.
et la probité morale. Et je pense que ça, bon, ça relève aussi de l'éducation, ça relève du parcours personnel, mais le patriotisme, euh, quelque chose d'important. Parce que aussi cette conscience de la nécessité de développer son pays, c'est la conscience du travail, de l'effort, euh, mais aussi de l'effort, en fait, de l'effort transformateur. Mais ce qui manque, et je pense que j'en parlais à un ami récemment, c'est le sens de l'histoire. C'est cette conscience que les petits gestes, que les petites signatures, que les petits textes consignes, les petites lois, les décrets ont un impact sur des milliers, millions de gens, notamment les plus précaires et les plus fragiles, les jeunes, les femmes, les personnes du monde rural, etc. Et je pense que cette conscience de l'histoire, c'est ça un peu qui fait défaut au leadership africain. Donc, je ne veux pas dire que dans nos 54 pays, tout est mal. Hein. Il y a de vrais exemples qu'on voit un peu dans certains pays, notamment de transition démocratique achevée, le Cap-Vert, euh, le Rwanda, aujourd'hui tout le monde en parle, même si, encore une fois, il y a un angle mort du Rwanda, c'est-à-dire sur les droits de l'homme, sur la question d'une forme d'autoritarisme en matière économique, en matière d'égalité hommes-femmes, en matière aussi de développement durable. Ils font des progrès exceptionnels et surtout aussi en matière de respect, que que nos leaders politiques sont en droit d'attendre des autres. Et ça pour moi aussi, c'est important en fait. Parce que souvent, on a les leaders politiques, on a l'impression qu'ils sont un peu les toutous, en tout cas les jouets, les objets à manipuler par d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est élu, notamment élu démocratiquement, quand on est bien élu, quand on est un chef d'État, quand on dirige des populations, je pense qu'on des citoyens, des millions de gens, on les représente aussi à l'international, d'où un certain type de comportement qu'on est en droit d'attendre de notre leadership politique. Alors, si je comprends bien, tu es contre l'immigration de la jeunesse. Ah, absolument. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit que j'étais contre l'immigration. J'ai dit que je suis contre l'immigration clandestine. Et encore, qu'on prenne des barques, des petites pirogues pour aller chercher vie ailleurs, oui, ça me semble pas optimal. Mais encore une fois, je ne juge pas. Et je suis très mal placé pour juger parce que moi, je viens des quartiers populaires. J'ai vu un peu comment des gens vivent, voire survivent dans le dénuement le plus absolu. Et je ne peux pas juger la personne qui, qui est très très pauvre et qui ne voit absolument pas de façon de s'en sortir et qui est dans un pays où la politique enrichit les gens, où il y a un peu une cohorte d'affairistes, d'hommes politiques et de religieux un peu qui se partagent les deniers publics. Et je ne peux pas en vouloir à cette personne qui dit rester c'est mourir, donc je préfère prendre le risque de partir. Et ce que je dis, en tout cas, voilà, c'est pas pour un blanc-seing, pour dire ok aux gens prenez des pirogues, partez, allez, mourir dans la Méditerranée ou dans le désert du Sahara. J'ai pas dit ça, mais je ne juge pas ce qu'ils le font et je pense que les gens le font en désespoir de cause. On ne quitte jamais son pays en étant heureux, parce qu'on laisse toujours, on laisse une partie de soi-même, on laisse sa vie, peut-être une grande partie de sa vie, une grande partie de soi-même, sa famille, ses amis, ses proches derrière soi, et surtout partir dans ces conditions-là. Donc voilà, je ne peux pas, je dis que je suis assez dubitatif sur cette façon de faire et je pense que les dirigeants africains sont les principaux responsables de ces morts de la Méditerranée et ces morts. Parce que s'ils avaient donné un espoir à ces jeunes-là, ils ne partiraient pas dans ces conditions-là. Donc en fait, je ne suis pas encore une fois contre l'immigration. Je pense que chacun fait. Moi, personnellement, je me suis dit dans le camp des maximalistes en ce qui concerne la liberté individuelle. Chacun fait ce qu'il veut, va où il veut. Si aujourd'hui, Sibeth Ndiaye, pour qui je n'ai pas une affection particulière, est dans la position dans laquelle elle est, ou Barack Obama, ou je ne sais qui, c'est parce que aussi la diaspora joue un rôle important aussi dans le monde. Et c'est ça, d'ailleurs, aujourd'hui, l'objet consubstantiel de notre époque, et Senghor l'avait dit, le métissage, les dialogues des cultures, le fait qu'un ministre anglais, non, enfin, qu'un ministre français soit d'origine malienne, qu'un ministre espagnol soit d'origine, je ne sais, qu'une députée italienne soit d'origine kenyane, etc. Pour moi, ça, c'est le moteur du monde. Et d'ailleurs, ceux qui sont contre ça, souvent, c'est le cas de l'extrême droite. Et eux, ils sont pour une vision réductrice, en fait, de la nation, une vision réductrice de la patrie. Et ça, pour eux, c'est des conneries. Je suis d'accord sur le non-renouvellement des classes dirigeantes, absolument. Je peux rien ajouter. Je pense que le Covid va accélérer la digitalisation de l'Afrique, voire du monde de façon générale, parce qu'aujourd'hui, je lisais un article hier,
on voit que oui, il y a certaines entreprises, en fait, à la limite, on découvre qu'on n'a même pas besoin d'aller tous les jours au travail, de se retrouver dans un même bureau, que les gens font du télétravail, que ça marche très bien, même si, bien entendu, il y a une limite à tout, hein, le fait que la vie professionnelle empiète sur la vie privée, personnelle. J'ai des doutes là-dessus parce que j'aime bien différencier tout ce qui est public, professionnel et famille, parce que c'est important. Il ne faut pas non plus que le travail vienne vampiriser la famille comme l'inverse. Comme l'inverse. Et donc, il est important pour moi d'avoir une frontière en fait claire, étanche entre les deux. Mais effectivement, on voit aujourd'hui aussi que dans nos formes de conversation sociale, dans nos formes de partage, dans nos formes d'échange, on est une société, des sociétés hyper tactiles, qu'en fait, on peut arriver à se dire ce qu'on a à dire sans se serrer la main, sans se toucher, on peut arriver à faire des choses à distance. Là, bon, cette conférence, bon, on l'a faite à distance, les gens sont un peu partout dans le monde, dans les Antilles, dans les Caraïbes, en France, en Afrique, etc., sont en train de nous suivre, en fait, discuter. Et je pense que ça aussi, peut-être ouais, le take-away, comme on dit, pour demain. Comment appréhendez-vous aujourd'hui le rapport des jeunes à la politique? Alors, ouais, il y a à boire et à manger. Je pense que nous, quand on a écrit Politisez-vous en 2017, on avait fait un constat que les jeunes s'étaient détournés de la politique beaucoup parce qu'ils considéraient la politique est une activité sale, que c'est une instance de corrompus, de corrupteurs, de gens qui exploitent la misère sociale, etc. Il y a une partie de vrai, mais la politique n'est pas que ça. Parce qu'à la base, d'ailleurs, se comporter comme ça, c'est dévoyer la politique. La politique, c'est de servir en fait, la cité, c'est servir la société, c'est donner de son temps, de son énergie, de ses moyens humains et matériels pour servir en fait quelque chose qui est transcendant, quelque chose qui lui dépasse, quelque chose donc, qui relève finalement de la société, de la vie, etc. François Mitterrand disait qu'il faut changer la vie. Je trouve important aussi que la politique change la vie. Mais par contre, si elle ne peut pas changer la vie des gens pour la rendre beaucoup plus qualitative, si elle est manœuvre, combinaison, combine, détournement, etc., effectivement, les gens qui ont une certaine éthique, une certaine vertu vont s'en détourner. Et beaucoup de jeunes sont détournés de la politique. Et nous, quand on a fait le bouquin, c'était de dire que si vous ne faites pas de la politique, elle vous fera. De toute façon, un moment ou un autre, les institutions seront habitées par des individus. Et si ce n'est pas les meilleurs, ce seront les pires, en fait, qui seront à ces positions-là. Donc, du coup, voilà, et dans mon livre aussi, j'en parle beaucoup, la politique comme action de transformation sociale, parce que je donne un exemple. Je dis toujours que c'est un individu qui nettoie son appartement, c'est une famille qui nettoie sa maison, c'est un groupe qui nettoie son quartier, c'est un maire qui nettoie sa ville, mais c'est un président qui nettoie son pays. Donc en fait, la mise à l'échelle montre aussi la responsabilité de chacun et la politique doit servir à ça, à transformer la vie des gens, changer un pays, rendre les plus pauvres beaucoup moins pauvres, prendre à ceux qui ont plus pour donner à ceux qui ont moins. C'est ça la justice sociale, c'est ça l'égalité, c'est ça l'équité. Donc, donc voilà, c'était ça le constat. Que mon livre a été publié en janvier 2019, c'est pas 2018, mais que depuis lors ça a changé. J'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas l'impression globalement. Et encore une fois, l'auteur, qu'il soit essayiste ou romancier, n'a pas pour vocation, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas pour vocation de changer la société, de changer la vie. Si deux ou trois personnes lisent et sentent que c'est intéressant ou prennent deux ou trois trucs, moi ça me va parfaitement. Je n'ai pas du tout la prétention ou la folie, les grandeurs d'un auteur qui dit qu'il va changer la vie via un essai. Un essai ne change pas la vie, une bibliothèque n'en change pas non plus, une maison d'édition est pareil. L'idée juste, c'est de travailler, c'est d'avoir un peu ce que Slavoj Zizek appelle les petites victoires. C'est en fait faire la guérilla patiente. La guérilla patiente, c'est long, c'est très très long, parce que ce pourquoi on se bat avec des amis dans le champ politique, dans le champ des idées, dans le champ de l'action publique, peut-être que nous, enfin c'est sûr, nous n'en verrons absolument pas les conséquences, nous ne serons plus là parce que le changement des pays, en tout cas des systèmes, des structures, prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il y a concrètement des changements que j'ai remarqués. Personnellement, non. Ce qui a changé, par contre, oui, c'est qu'on bon, il y a deux ou trois personnes que je connais dans la rue et qui me disent que bon, ça les a inspirés et que c'est bien. Et si c'est ça, moi, franchement, ça me va parfaitement. Non, t'inquiète. Pas d'accord. Pas d'accord avec moi. Oui, bon, c'est normal. Quelle est ma position sur l'engagement militaire français en Afrique? Oui, c'est bon, c'est les reliques et les vestiges de la colonisation et aussi des premières
des premiers gouvernements en, fait, en Afrique que la colonisation se termine, mais elle ne se termine pas vraiment parce que les entreprises françaises ou américaines, etc., anglaises, continuent à prospérer. Bon, on peut dire ok qu'on est dans un système ouvert parce qu'on est tous membres de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on échange et qu'en fait l'importation, les exportations, le commerce finalement régit les relations internationales. À la limite, on est d'accord là-dessus. Mais qu'il y ait des bases militaires, des militaires encore français ou anglais ou que sais-je dans nos pays, je suis assez dubitatif là-dessus parce qu'au début, c'était pour protéger les régimes totalitaires, autoritaires ou corrompus qui étaient là dans les années 60-70. Maintenant, c'est juste la capacité de projection qui est montrée, prouvée par les Occidentaux, notamment le fait de pouvoir être présent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Il y a eu un débat il y a à peu près peut-être 10 ans au Sénégal sur le départ des troupes françaises avec Abdoulaye Wade, même si on peut être critique avec lui, même si on peut être critique même, douter même du pourquoi de ce geste, il y avait quand même une réduction substantielle des troupes françaises. Je pense que la 43e ou la 23e Dima avait été fermée. Donc voilà, que je pillais des armées encore étrangères dans mon pays, moi je ne trouve absolument pas ça acceptable. Ah, le franc CFA. Ça, c'est le gros débat, en fait, actuellement. Et moi, je m'étais positionné, pour certains qui ont lu quand j'écrivais pour le Monde, je m'étais, j'avais parlé, j'avais évoqué le franc CFA et j'avais dit effectivement qu'il y a un débat aujourd'hui à l'intérieur des sociétés africaines sur le franc CFA et c'est un débat vif, parfois virulent, voire violent. Et j'avais proposé une idée, j'avais dit faisons un référendum sur le franc CFA. Faisons un référendum, posons la question aux 8 pays de l'UMOA et les 6 de la CEBAC qui utilisent le franc CFA. Qu'est-ce que les populations en pensent? Parce qu'en fait, c'est important aussi de toujours retourner au peuple. Pourquoi, en fait, les dirigeants politiques ont peur du peuple? Pourquoi? En fait, parce que la démocratie, c'est le suffrage du peuple, c'est l'émanation du pouvoir du peuple et qui le confie finalement à des dirigeants, à une petite minorité de dirigeants qui le représentent et donc doivent en fait rendre compte. Parce qu'en fait, la reddition des comptes, c'est important aussi en démocratie. Donc, j'avais proposé qu'on fasse un référendum pour dire, c'est en 2016 ou en 2017, je ne sais plus, pour dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Si les peuples disent oui, on veut garder le franc CFA, fine, on garde. Si les peuples disent non, bah écoute, on sort. C'est la même chose en fait qui a été faite dans le référendum, dans tout le processus, en tout cas beaucoup d'étapes du processus de construction de l'Union européenne. Il y a eu des référendums, on a demandé aux gens, Maastricht, vous en pensez quoi, etc. L'euro, vous en pensez quoi, etc. etc. jusqu'au référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. J'avais proposé cette idée. Bon, malheureusement, elle n'a pas été entendue. En tout cas, je dis malheureusement de mon point de vue. Voilà, après, il y a eu tout un débat, etc. Moi, je suis très clair sur le franc CFA. Je suis ni pour ni contre le franc CFA. À la limite, c'est pas important. Pour moi, la monnaie, et ça, il y aura beaucoup de désaccords, je le sais. La monnaie est un instrument au service d'une politique économique et donc au service d'une politique publique. L'important pour moi, c'est avancer. C'est les fondements, les bases de cette politique économique. Est-ce qu'elle est basée sur des politiques souveraines? Est-ce qu'elle est basée sur une volonté de transformation? Est-ce qu'elle est basée pour donner de l'emploi, notamment aux jeunes? Est-ce qu'elle est basée sur le fait de lutter contre la fraude fiscale, etc., etc. En fait, c'est ça pour moi le plus important. L'orientation économique, qu'on le fasse avec le franc CFA ou pas, à la limite, c'est pas le problème. Il y a des pays qui ont le franc CFA et bon, dans la situation me semble quand même assez stable, en tout cas bien parti. La Côte d'Ivoire, bon, le Sénégal, jusqu'au Covid, ça va, faisait quand même des chiffres assez intéressants. Il y a des pays qui n'ont pas du tout le franc CFA et qui vivent dans des difficultés économiques, politiques, sociales, structurelles. Donc pour moi, c'est une question d'orientation en fait politique, quoi. Soit on est pour, on est contre, mais le plus important pour moi, avant l'outil, il faut parler pour moi de la base qui est la politique économique en fait. Oui, et le franc CFA deviendra apparemment l'écho, même si bon, l'écho c'est un peu le franc CFA déguisé, mais pour la symbolique, moi je trouve important. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Si les opinions publiques africaines étaient tellement contre le franc CFA, qui est aujourd'hui, parce que c'était communauté financière africaine, c'était colonie française d'Afrique, qui est peut-être un rebranding de la monnaie et qu'on l'appelle ECO et que les gens se sentent beaucoup plus, en tout cas, imprégnés parce que c'est l'ECO, c'est ECOWAS, c'est la CEDEAO, c'est que dans nos imaginaires qu'on soit plus à l'aise. Moi, je suis vraiment d'accord. Ce qui est important juste, pour moi, c'est de produire en fait, parce que si on ne produit pas, si on continue à exporter nos matières premières et à les importer en retour en produits finis, voire 3, 4, 5, 6 fois plus cher, pour moi, CFA ou pas,
n'ira pas loin. La décolonisation, c'est le rôle de notre génération de la terminer. Je suis totalement d'accord avec ça. On peut être d'accord avec la politique de Mitterrand ou pas, mais c'était un grand intellectuel, un grand penseur de la politique. Pour M. D7 ANL. La Chine a oui, oui, depuis une vingtaine d'années, en fait, on a pas mal diversifié nos relations économiques, notamment nos relations commerciales. La Chine est devenue aujourd'hui un partenaire majeur et même les parts de marché des puissances traditionnelles, France, etc., ont baissé au profit de la Chine parce que, bon, la Chine dit nous ne faisons pas de nous ne nous intéressons pas aux politiques intérieures, en fait, des questions. Ça, on est neutre là-dessus. Vous êtes démocrate ou pas, bon, c'est pas trop notre problème. On vient faire des affaires, on vient faire du business avec vous. Mais il y a beaucoup de choses qui sont construites par les Chinois, notamment en termes d'infrastructures, de routes, des stades, une arène nationale. Le Sénégal est un pays de lutte, en fait, l'arène nationale, et il y a beaucoup de projets d'infrastructure, en fait, notamment avec les Chinois. Qu'on diversifie nos partenariats, moi, ça me pose aucun problème. Je trouve ça même bien parce qu'en fait, on est beaucoup plus attractif et qu'on rompt finalement le monopole de la relation asymétrique entre la France et le Sénégal, qu'on développe nos partenariats avec, pas que les Chinois d'ailleurs, les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Brésiliens. Moi, je trouve ça bien. Ce qui est important juste pour moi, c'est que ceux qui négocient des accords de partenariat, qu'ils soient économiques ou politiques, etc., fassent prévaloir d'abord les intérêts des populations qui les ont mandatés. Pour moi, c'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est là où le leadership politique africain, ces décennies précédentes, a beaucoup péché. Parce qu'on lui a imposé des choses, la Banque mondiale, le FMI, les grandes puissances traditionnelles, etc. Mais ce leadership patriote, ce leadership qui met la souveraineté en face au début de ses priorités, négociera pour moi toute forme d'accord en veillant d'abord à privilégier ses intérêts. Si on privilégie nos intérêts, que ce soit avec des Chinois, des Indiens, des Turcs, des Malais, limite, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on soit assez outillé pour aujourd'hui rattraper le retard qu'on a vis-à-vis des puissants. Quel monde après le Covid en tant qu'écrivain? Monde particulier, étrange, très étrange. Le Covid, pour moi, va changer beaucoup de choses dans nos rapports humains déjà. Je parlais tout à l'heure du côté tactile un peu de nos sociétés, mais aussi dans nos rapports au temps. Parce qu'en fait, le fait de rester chez soi tous les jours, de ne pas sortir, nous interroge aussi sur la relativité finale, le relativisme finalement de certaines de nos occupations. C'est bon, on vit, on n'en va pas au travail tous les jours, on ne voit pas des gens, etc. Donc ça, c'est finalement, ça nous fait relativiser beaucoup de choses, en fait. Puis les gestes barrières, on se rend compte que finalement, on a basculé, peut-être sans le savoir, dans un autre monde. Moi, je me souviens, il y a 3 mois, quand encore on parlait de la Chine, moi, je m'imaginais une maladie très éloignée de nous, qui tuait les Chinois, etc. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, qu'elle progresse, qu'elle saute finalement les frontières, parce que les frontières retiennent les Africains, mais ne retiennent pas les virus. L'Europe, les États-Unis, que l'Afrique aujourd'hui, effectivement, ça nous fait basculer dans un temps inédit. Je dis toujours que cette époque est très étrange. C'est ce que j'écris souvent à mes amis quand je leur parle. C'est une époque étrange, c'est une époque inédite. Pour moi, ça va changer. Pour moi, ça change déjà beaucoup de choses dans mon rapport, comme je l'ai dit, au temps, dans mon rapport au travail, dans mon rapport au sommeil, etc. Je vis finalement la nuit, je dors le jour, etc. Mais ce qui va changer le post-Covid, bon, c'est anecdotique peut-être, mais c'est de pouvoir retourner dans les cafés. J'adore les cafés, j'adore écrire dans les cafés. Quasiment, j'ai un bureau là chez moi, mais je ne peux pas écrire chez moi. Je n'écris presque que dans les cafés. Donc c'est ça qui va changer, je pense, le fait de pouvoir retourner dans les cafés et de produire, et d'écrire, de lire et d'écrire. Je dis que mon ouvrage n'est pas pour changer. Oui, je n'ai pas la prétention de dire qu'avec un ouvrage, on change la société, on change la vie. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Le capital de Marx a joué un rôle important dans la passé politique des siècles précédents. Euh, les travaux de Charanta Diop, Nation Agriculture, pareil, les travaux de Soulan Bachir Diagne, peut-être, mais je n'ai pas la prétention. Je ne crois pas qu'un livre puisse changer une situation, puisse changer une vie, puisse changer le fonctionnement dans une société. Parce que tout simplement, les auteurs, pour moi, ne sont pas des hommes politiques, ne sont pas des gens qui gouvernent. Et ils
ils apportent peut-être une pierre, ils donnent des sentiments, ils donnent un point de vue. Parce qu'encore une fois, c'est qu'un point de vue. Il peut être partagé ou pas. Il est il est discutable d'ailleurs. C'est mon point de vue et je n'ai pas vocation que mon point de vue puisse avoir l'impact mondial pour changer une situation. Voilà. Oui, je l'ai lu aussi, le livre de Kako. Il est vraiment très très bien. Il est bien. Kako est un formidable intellectuel, un penseur rigoureux, sérieux, qui a été à l'avant-garde du combat contre le franc CFA, mais jamais en versant dans le discours haineux ou d'exclusion très technique d'un point de vue économique. Et ce qui me plaît aussi chez Kako, c'est qu'il a été savant et politique. Il était savant, il est prof d'économie agrégé, mais il a eu une politique parce qu'il est allé en responsabilité, il a pris un département ministériel pour s'occuper de la prospective économique, etc., mettre en place un plan stratégique dans son propre pays, le Togo. Ça n'a pas marché, mais au moins, il ne s'est pas cantonné au rôle juste d'intellectuel prescripteur d'idées ou qui critique un peu ce que les gouvernants font. Il a mis un peu les mains dans le cambouis. Je trouve ça extrêmement, extrêmement important. Oui, je pense qu'en fait, si aujourd'hui, ce que les jeunes vont chercher dans d'autres pays, souvent d'ailleurs en menant des voyages à rester le trouvent chez eux, ils ne partiront plus. Les migrations, les voyages, et là je précise une statistique, 80% des migrations sont intra-africaines, malgré tout le raffut sur l'Afrique qui va envahir l'Europe, les discours racistes des Zemmour et Le Pen et autres là, 80% des migrations africaines restent en Afrique, sont intra-africaines. Mais si aujourd'hui, les Ivoiriens, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais, ce qu'ils veulent aller chercher, c'est-à-dire vie, subsistance, c'est-à-dire devenir en Espagne, vendre des babioles dans la rue, sous la tour Eiffel, etc. S'ils pouvaient l'avoir chez eux, ils ne partiraient pas, ils ne quitteraient pas leur famille, proches, maison, patelin, souvenirs et tout pour aller risquer leur vie ailleurs. Oui, j'ai déjà répondu sur le digital qui va effectivement complètement transfigurer les relations post-Covid et où on se rendra compte finalement juste que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été testées avant, mais que cette pandémie finalement nous donne un prétexte de les tester, le télétravail, les téléconférences. Moi, je ne connaissais pas du tout l'application Zoom, par exemple, j'ai découvert ça avec le Covid, c'est un formidable outil, le développement du e-commerce, etc. Même si on avait quand même on a quand même franchi beaucoup d'étapes en fait dans le mobile money en Afrique, notamment avec les téléphones portables, etc., même offline. Oui, je pense que ça va effectivement révolutionner le commerce électronique du continent. Quel est le conseil que tu donnerais à un citoyen occidental qui voudrait investir en Afrique et quel secteur? Alors, je ne suis pas du tout un businessman, même si, bon, comme on dit, un énarque est censé tout savoir, même, même sur les livres qu'il n'a pas lus. Je pense que mon conseil, c'est d'abord de ne pas venir en sauveur. Je pense que c'est ça qui est important, quoi. Beaucoup viennent en Afrique en sauveur parce qu'on a l'image d'Épinal un peu des Africains pauvres, vraiment tristes, qu'il faut venir sauver, enfin, qu'il faut civiliser, à qui il faut apprendre quasiment les rudiments de la vie ou de l'économie. Il y a un formidable tissu économique, tissu entrepreneurial, une forme d'inventivité, d'innovation, innovation jugale, etc. Où avec peu, on fait beaucoup qu'il y a de la main-d'œuvre, qu'il y a des ressources humaines, qu'il y a des ressources matérielles, et aussi qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays la paix et la capacité d'investir et de ne pas risquer un coup d'État ou en tout cas un risque quelconque. Je pense que les risques sont aujourd'hui minorés et qui, pour quelqu'un qui veut investir en Afrique, c'est ça, c'est de ne pas venir déjà en sauveur, de venir en partenaire et de mettre en place déjà un socle en fait, de relations, de partenariat d'égal à égal. Les secteurs, ouais, il y en a plein. Je pense qu'un tour sur Internet permettrait de voir le boom des télécoms, des services, la restauration. Enfin, il y a des milliers de secteurs. Espérons qu'il y ait une vraie prise de conscience post-Covid. J'espère aussi, et je le pense, mais tout le monde parle du monde d'après. Oui, le monde d'après, etc. C'est pas comme si, en fait, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un discours de gauche différent qui dit faites attention, le monde va à sa perte, etc. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Ce discours n'est pas nouveau, en fait. Mais ce qu'il faut éviter, c'est en fait que ceux qui sont responsables, finalement, par cette productivité effrénée, par ce rapport complètement destructeur vis-à-vis de la nature, etc., que cela vienne se rebrander différemment et viennent quand même devenir les sauveurs alors qu'ils ont été les principaux éléments du problème. Oui, je suis d'accord avec Kako. Ouais.
Oui, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, bien sûr, parce que si chaque pays finalement pèse, les situations d'un pays pèsent ce que leur pays pèse en fait, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de visa entre les Américains et les Français, entre les Français et les Anglais, parce que je pense qu'ils disent qu'ils sont au même niveau de développement. Et si aujourd'hui on arrive à bâtir des pays suffisamment puissants, suffisamment forts, déjà on n'aura pas besoin d'aller immigrer, notamment dans des conditions extrêmement dramatiques, et le rapport même des autres va changer. Le regard des autres sur nous va changer, autant pour moi. Pensez-vous que le militantisme digital a un effet positif en Afrique? Oui, bien sûr, bien sûr. Et la révolution numérique a, a, provoqué de grandes avancées hein, politiques en Afrique. Je rappelle le printemps arabe qui a été structuré via Internet parce que bon, il fuyait la répression de Sni Moubarak à l'époque. Donc les gens s'organisaient via Twitter, via Facebook, etc. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses en fait avec le digital. Euh, on peut faire de l'engagement citoyen, on peut faire de l'action politique, on peut faire de l'action de transformation, on peut beaucoup, vous voyez, enfin, c'est récurrent chez moi, je parle beaucoup des plus précaires, je parle des personnes les plus vulnérables, parce que c'est ça qui est important en fait. Et je pense qu'on peut effectivement faire les choses. Après, ce qui me dérange juste chez beaucoup de personnes dans l'engagement digital, c'est un peu ce qu'on appelle trivialement l'activisme. C'est un peu du m'as-tu vu, un peu des challenges, bon, des choses qui sont pas forcément, ou qui manquent parfois de profondeur politique, qui manquent parfois de pertinence idéologique, mais qu'on fait juste pour le show-off, quoi. Ok. Alors, on assiste au mouvement RIPAT. Oui, bien sûr, il y a un gros mouvement, en fait, des répates, des gens qui rentrent. Donc, en fait, il y a une bascule, finalement. Ce n'est plus seulement forcément le rêve d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, mais c'est aussi de rentrer avec des compétences, avec des capacités, mais avec surtout le besoin de servir son pays, de servir en tout cas son continent. Et on a beaucoup de gens qui ont fait des meilleures écoles au monde, etc., qui pensent que c'est le moment de venir participer à l'effort. Je leur dis en fait la même chose que ce que j'ai dit au monsieur tout à l'heure sur le fait de ne pas venir en sauveur. Chez beaucoup de ripates, on voit un peu que les gens viennent en sauveur ou bien veulent avoir les mêmes conditions qu'en France, en Angleterre en fait. Vous ne pouvez pas avoir un appartement sans jardin des prêts, etc. Oui, le même salaire parce que bon, les déterminants ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes, etc. Donc je pense qu'il faut aussi éviter, surtout pour des gens comme, enfin, pas comme moi, mais en tout cas, je dis des Africains, revenir en sauveur et parfois considérer avec un peu de mépris un peu les gens sur place, considérer que bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Je le vois beaucoup dans l'administration publique sénégalaise, des gens qui ont fait des études à l'étranger, qui viennent dire que bon, la fonction publique, ça marche pas, c'est has-been, c'est lourd, etc. Alors que quand même, c'est des fonctionnaires bon, qui ont enseigné dans les écoles, qui leur ont permis de parler français, qui leur ont permis d'avoir les diplômes pour après voyager et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il a une prise de conscience, effectivement. Je pense qu'il a une prise de conscience. Voilà. On me signale que le temps est épuisé. S'il y a une ou deux dernières interventions, j'y réponds et on va s'arrêter là. Absolument, je suis d'accord avec Gaël en fait. Je suis d'accord avec Gaël et avec son parallèle qui est très pertinent. On parle beaucoup de l'après, mais si on ne bouscule pas ce qui faisait différent, ce qui faisait les choses qui nous ont conduits à là où ils sont, ils ne feront pas différemment. Et c'est là où on a besoin aujourd'hui de tout le monde qui puisse pousser, en tout cas, ces dirigeants politiques, ces grandes entreprises, ces forces multinationales à, à vraiment embrasser l'après, à faire différemment. Sinon, effectivement, on fera la même chose. Parce qu'on on se rappelle de la crise de 2008, la crise des subprimes, avec voilà, l'immobilier américain, on s'est dit qu'on fera différemment, le capitalisme va être maintenant régulé, etc. Bon, on a continué à faire pareil en fait. Et avec le Covid, peut-être qu'au bout de 3 mois, le post-confinement, on continuera à faire pareil parce que c'est plus facile. Que penses-tu des mouvements noirs radicaux que je qualifierais de je comprends pas trop la question, mais si c'est des mouvements noirs radicaux. Moi, je ne suis pas contre le radicalisme, parce que le radicalisme, ça vient juste du mot racine. Je suis contre l'extrémisme, par contre. Je suis contre l'extrémisme, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, et tout mouvement, qu'il soit noir, blanc, jaune ou rouge, qui est irrigué par le rejet de l'autre, par la xénophobie, par le racisme,
ne me verra jamais, jamais, jamais de son côté et je serai toujours en face de ces mouvements pour les affronter dans les idées. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à Présence africaine pour le bouquin, pour la confiance. Merci beaucoup pour l'organisation de ce live. C'est mon premier live de toute ma vie, en fait. Bon, j'ai eu beaucoup d'appréhension, mais finalement, ça s'est pas trop mal passé, en tout cas de mon point de vue. Je vous remercie, merci beaucoup et à bientôt. Et s'il y a des questions en privé, je pourrai continuer à y répondre. Merci beaucoup.